Le GR20 en Corse, ah, rien que le nom, ça fait rêver, et un peu peur aussi, non? On dit souvent que c'est le trek le plus dur d'Europe. Ah oui, carrément. C'est une réputation qui n'est pas volée, je crois. Alors justement, aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi. On va plonger dans ce mythe avec des témoignages assez forts. Celui d'Hélène, une randonneuse qu'on a eue en plein milieu de son GR. À Visavona, oui. Et puis l'analyse d'un médecin, Thibaut, qui lui connaît bien les aspects médicaux et les difficultés du parcours. L'idée, c'est de voir ce qui rend cette aventure si intense, en fait. Et intense, c'est vraiment le mot. Le témoignage d'Hélène, franchement, il est brut de décoffrage. À mi-chemin, elle dit être éclatée. C'est pas juste fatiguée, hein? Éclaté, ça veut tout dire. Oui, c'est un épuisement profond, quoi. Ça montre bien la réalité du terrain. Elle décrit ça comme un champ de roches quasiment tout le temps. Un champ de roche. Pourtant, elle dit aussi qu'elle a une relation de haine et d'amour avec ce sentier. Comment on explique ça? C'est la douleur d'un côté et la beauté des paysages de l'autre. C'est exactement ça. C'est ce contraste permanent. L'effort est extrême, vraiment, mais les paysages sont à couper le souffle. Et Thibault, le médecin, il confirme. Pour lui, il n'y a pas photo. C'est le trek le plus difficile d'Europe. Point. D'accord. Et il insiste sur quoi, lui, pour se préparer? J'imagine qu'il suffit pas d'avoir fait 3 randos le dimanche. Ah non, clairement pas. C'est une préparation très sérieuse qu'il faut. Physiquement, bien sûr. Cardio au top, endurance, mais aussi du renforcement musculaire spécifique. Spécifique, C'est-à-dire, mais pour encaisser les dénivelés de fou, surtout en descente sur les cailloux. Les cuisses, les fessiers pour monter, mais aussi tous les petits muscles stabilisateurs. Il parle de bonnes articulations, d'un tonus musculaire suffisant, sinon bonjour les problèmes. Genoux, dos, pieds, les ampoules, n'en parlons pas. les pieds, oui. Hélène insiste là-dessus aussi. Faut être bien dans ses pompes, elle dit. Avoir des semelles super résistantes parce qu'on est tout le temps sur des cailloux. L'eau, c'est un point hyper critique. Elle avoue qu'elle n'avait pas prévu assez large. Il faut non seulement emporter beaucoup d'eau, mais surtout savoir où sont les sources et si elles coulent. Et puis absolument avoir un filtre. Ah oui, le filtre. Pourquoi le risque, c'est quoi? Contamination bactérienne, tout simplement. Une bonne gastro en plein GR, c'est l'abandon assuré. Thibaut est catégorique. Purifier l'eau, c'est non négociable. Logique. Ce qui nous amène à l'équipement. Même si on dort en refuge, on part pas léger, j'imagine. Non, quand même pas. Un sac de 30 litres, ça peut suffire si on n'est pas en autonomie complète pour la nourriture et la tente. Mais il faut un bon cover, une housse de pluie pour le sac, la météo en Corse. Ah, la fameuse météo corse. Voilà, ça peut changer du tout au tout en quelques minutes. On passe du soleil de plomb à l'orage hyper violent. Donc, vêtements adaptés et une trousse de secours bien fournie. Et la frontale, indispensable. Les départs se font souvent la nuit. Et selon la saison, c'est différent. J'ai entendu parler de neige même en juin. Tout à fait, surtout au nord en début de saison. Et là, ça rigole plus. Crampons, piolets peuvent être nécessaires. Essayer de passer sans, c'est... Thibaut dit que c'est très dangereux. Faut être prêt à l'imprévu. On a parlé du physique, du matos, mais Hélène, elle revient beaucoup sur le mental. Elle parle d'avoir besoin d'un mental de guerrière. Ah, le mental, c'est clair que c'est la clé. Elle raconte avoir vu des gens abandonnés alors que physiquement ils tenaient encore. Ils avaient juste craqué mentalement. C'est fou ça. Oui, le GR20, c'est autant un test pour la tête que pour les jambes. Et ce mental, il est lié aussi à la sécurité. Savoir dire stop, savoir renoncer si un orage arrive en pleine crête, par exemple, faut rester humble. Malheureusement, les sources le rappellent, il y a des accidents graves. Oui, il faut le dire aussi. Et sur le plan pratique, sur place, 2 trucs importants qui remontent des témoignages. Prévoir du cash. Les TPE, les terminaux de carte bancaire dans les refuges, c'est très rare. Ah d'accord, bon à savoir. Et puis, le réseau téléphonique. Faut pas compter dessus, c'est très limité, c'est la déconnexion quasi forcée. Mais cette déconnexion, Hélène, elle n'en parle pas si mal finalement. Elle évoque une aventure humaine inoubliable. Oui, et c'est ça qui est beau aussi. Paradoxalement, être coupé du monde, ça rapproche les gens sur le sentier. On partage les mêmes galères, les efforts, mais aussi les paysages magnifiques, les rires. Il y a une entraide qui se crée. Une solidarité de montagnard, quoi. Exactement. Et cette dimension humaine, cette richesse des rencontres nées dans la difficulté, ça laisse une trace énorme. Visiblement chez Hélène, il y a une fierté immense qui ressort malgré l'épuisement. Bon, alors si on essaye de synthétiser tout ça, le GR20, c'est une épreuve vraiment totale, physique et mentale. La préparation est clé, on l'a dit.
Le corps, la tête, le matériel, l'eau, l'argent liquide. Rien laissé au hasard. Et l'humilité surtout. Face à la montagne, à la météo, faut savoir ses limites. Absolument. Et au final, au-delà de l'exploit physique, c'est peut-être l'aventure humaine et le dépassement de soi qui reste le plus. C'est fort probable. Ce qui amène d'ailleurs une petite question pour finir. Dans notre monde hyper connecté, où on est sollicité en permanence, qu'est-ce que ça signifie vraiment, cette déconnexion brutale et intense qu'impose le GR20? Qu'est-ce que ça révèle sur nous, sur nos besoins, peut-être un peu oubliés? Bonne question à méditer. Peut-être en marchant. Merci pour cet éclairage. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez 3 minutes chrono, le podcast d'Horizon Duo, chaque semaine. Abonnez-vous sur Spotify, YouTube ou sur horizonduo.net. À très vite pour un nouvel épisode.